bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, comment ça va? Très bien. Éric Lombard, vous allez bien? Oui, toujours quand je suis ici. Oui, j'ai l'impression que maintenant c'est vraiment chez vous. Hein. Chaque année, de toutes les façons, chaque année, vous êtes là. Habitudes, la tasse à café est là. Alors attention, c'est un peu différent. L'année dernière, il y avait 52 000 personnes autour de vous, 400 ateliers. Cette année, il y a plus de personnes qui vous suivent parce qu'on est en digital, donc moitié physique, moitié digital. Et c'est un véritable défi. Alors justement, la Caisse des dépôts, vous les connaissez, les défis. Vous les relevez chaque année depuis 1816. Absolument. 1816. En fait, on a été créé pour aider la France à surmonter les conséquences financières des guerres napoléoniennes. Donc en fait, la Caisse des dépôts est née pour régler une crise et on est encore plus présent quand il y a une crise. Et là, je dois reconnaître que depuis quelques mois, on est servi. Donc on est très présent. Oui, mais j'imagine que ça doit être un sacré marathon pour vous quand même, non? En fait, on a commencé à préparer notre plan de relance pendant le confinement. Il n'y a que pendant le confinement, les équipes du comité exécutif se sont réunies par Skype tous les matins, pendant 2 heures, 3 heures, travaillaient la journée avec les équipes et on est arrivé avec un plan de relance où on vise 4 priorités très simples: la transition écologique, le logement, l'entreprise avec BPI-France et aussi les actions de la Caisse, et puis évidemment l'action sociale. Et ça a été construit pendant le confinement, approuvé juste après le confinement, pour que ce soit en place maintenant. Et que les fonds qu'on met à disposition, notamment des entrepreneurs, des collectivités territoriales, soient déjà disponibles, parce que la relance, c'est maintenant. Ben oui, évidemment, c'est le déblocage qui compte. Et on a vu aussi une particularité dans la politique d'investissement dans les territoires. C'est une force. En fait, la Caisse, c'est la Caisse des territoires. D'ailleurs, notre bras armé, c'est la Banque des territoires. J'arrête pas d'écumer les territoires avec grand plaisir. Et on voit notamment que l'industrie repart et l'industrie est un levier essentiel de reconquête pour le pays. Et il y a des endroits, même par exemple la semaine dernière, j'étais au nord de la Dordogne, une fromagerie. Oui. Une fromagerie qui recrute tellement que, en fait, cette région du nord de la Dordogne est en plein emploi. C'est absolument remarquable. Et cette fromagerie qui s'appelle le Chêne Vert va investir 9 millions d'euros et on va les accompagner pour une usine plus grande, avec des achats responsables, pour que les éleveurs de chèvres puissent vivre bien, des produits bio. Et donc, il y a une industrie nouvelle. Et l'industrie, elle se fait sur l'ensemble des territoires. Évidemment, elle ne se fait pas dans les métropoles. Donc, ça contribue à l'équilibrage dont notre pays a besoin sur l'ensemble des territoires, les métropoles, les villes moyennes, les zones rurales, etc. Oui, parce que c'est une force, ça, finalement, chez la Caisse des dépôts. Il y a une autre force qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est que vous gérez la retraite d'un Français sur 5. Alors on gère la retraite effectivement d'un Français sur 5. D'ailleurs ça a été un défi pendant le confinement parce que malheureusement avec l'augmentation des décès il y a eu des problèmes de reversion et les équipes ont fait un travail fort. Comment vous l'avez géré? Eh bien pour les personnes qui étaient à distance, il y a beaucoup de dossiers qui restent en papier dans certains régimes de retraite. Eh bien on avait mis des navettes pour que les dossiers soient traités, portés chez les opérateurs qui de chez eux les traitaient. Ah oui. Et donc on n'a pas eu de retard. D'accord. On a assuré la retraite d'un Français sur 5. C'est les fonctionnaires des collectivités locales, les hospitaliers. Et c'est un rôle effectivement... c'est énorme. Ouais. Je vais même aller plus loin. Pendant le confinement, on a mis en place une nouvelle plateforme à destination des personnes en situation de handicap, pour lesquelles il y a un certain nombre de dispositifs qui existent mais qui sont un peu divers, un peu épars. Et cette plateforme, qui s'appelle Mon Parcours Handicap, on l'a lancée pendant le confinement. Et comme disait Nicolas Dufour en introduction, c'est vraiment le moment de se remonter les manches et c'est ce qu'on fait, nous, tous les jours, week-end compris. On a l'impression que ce n'est pas la première fois, puisque votre premier bilan, en tout cas, est assez... Votre bilan dernier, en tout cas, de 2019, est assez fort. Hein. Je lis un bénéfice net en repli de 20%, 2,7 milliards d'euros. Oui, 2,7 milliards d'euros parce que la Caisse, en fait, c'est un mélange d'activités du secteur concurrentiel qui sont rentables parce qu'il n'y a pas de raison, et puis d'activités où on est plutôt dans la subvention, dans l'accompagnement, et donc qui sont moins rentables. Mais la somme des deux fait des résultats importants. C'est essentiel parce que contrairement à tous les entrepreneurs qui sont ici, nous, on n'a pas d'actionnaires. On est placé sous la protection du Parlement, mais la Caisse n'a pas d'actionnaires. Et nos fonds propres, c'est nos résultats accumulés depuis 204 ans. Donc c'est bien d'être rentable. Oui, j'imagine. C'est nécessaire. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes avec Siloc. Bonjour. Alors parlez-moi un petit peu de Siloc, Jean-Marc Barqui. Bonjour. Siloc, c'est une PME des Hauts-de-France, la dernière ou la seule PME du secteur. Aujourd'hui, notre plus gros concurrent, ou plutôt notre concurrent le plus direct, il fait 2 milliards.
Donc c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est plutôt David et Goliath. Alors qu'est-ce que vous faites? Oui, ou alors ça peut être aussi des relations amicales et intelligentes. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut dire. On oppose toujours les PME, les ETI et les grands groupes. Et moi, je pars du principe que comme dans une équipe, il n'y a jamais les mêmes forces au même endroit. Et donc, ce qu'il faut surtout, c'est voir comment on peut faire en sorte de trouver chacun sa place sur le terrain. Et en l'occurrence, sur un marché qui fait 15 milliards au niveau européen, si nous, on fait entre 6 et 10 millions, on trouvera bien une petite place. On rappelle Siloc, quel marché? Qu'est-ce que c'est? Silox, ça fabrique de la colle industrielle destinée au marché du packaging, dont des fabricants de produits alimentaires qui ont besoin de conditionner les produits qu'ils fabriquent, forcément. Donc il faut les scotcher ou les coller. Mais dans tous les cas, il faut un adhésif et un produit collant pour fermer les emballages. Alors, vous êtes dans les Hauts-de-France. Éric Lombard disait on est à Salomine, exactement. Dans le Pas-de-Calais, tout près de Lens. C'est vraiment une petite ville de 10 000 habitants. Et à l'époque où on s'est installé, c'était le PIB le plus bas de France. On venait de raser les dernières maisons, la dernière maison qui était sur le plateau de Salomine, qui étaient les maisons de mineurs. Et il n'y avait strictement rien là. Donc il a fallu tout réindustrialiser et j'ai voulu participer à cette aventure. Ça fait combien de temps? 25 ans. Ah ouais. Et alors là, comment vous avez vécu cette dernière période? Parce que c'était un vrai marathon quand même. C'est une date de plus ou une histoire de plus dans la vie de Siloc. On a démarré en 93 le projet, en 96 l'usine est sortie de terre, en 2005 on investit 50% de notre chiffre d'affaires. Et en 2020, qu'est-ce qui se passe? On traverse le Covid et je serais tenté de dire qu'on a réussi, probablement, c'est la récompense de toutes ces années, à diversifier l'activité pour ne pas être dépendant d'un seul secteur, ce qui fait qu'on clôture nos comptes à fin septembre et je pense qu'on sera tout juste à 10% en dessous de nos objectifs, donc c'est plutôt pas mal. Éric Lombard disait que c'était la Banque des Territoires, justement, comment vous avez été aidé là-dessus? Première question. Et deuxième question, comment vous avez diversifié les activités? Alors, comment on a été aidé? D'abord, c'est une question de rencontre. La vie, ce sont des rencontres, c'est aussi ça. Et il y a une personne que j'ai rencontrée en 94, qui s'appelait André Delelis, il feu parce qu'il est décédé, et qui était maire de Lens. Il a surtout été ministre, il a surtout été très engagé pour le développement du territoire et il a trouvé les clés pour, à l'époque, il y avait une société qui s'appelait Bâti Nord-Est, qui était la société d'investissement local. Il y avait la Sodi aussi, et il y avait la Finorpa, la financière du Nord-Pas-de-Calais. Et toutes ces sociétés permettaient d'intervenir et de faire en sorte d'accompagner les entreprises. Et à l'époque, moi, je ne voulais pas d'aide, je ne voulais pas d'argent. J'étais un peu arrogant, j'avais 29 ans, j'avais des idées plein la tête, et je ne voulais pas qu'on me donne de l'argent. Je voulais qu'on me prête, je voulais qu'on nous prête pour monter le projet, mais je voulais le rembourser, cet argent-là, c'était important. Et Delelis, il a monté ce tour de table et on a monté un projet de 5 millions avec 7 500 euros. Oh. Et là-dessus, pour aller dans votre deuxième question... La diversification. La diversification, ça c'est, dès le départ, on n'a pas eu peur d'aller n'importe où. C'est-à-dire que toutes les demandes qu'on recevait, on les a traitées. Je crois que le problème de notre pays, ou en tout cas des industriels dans la manière dont on est éduqué, c'est qu'on a une certaine verticalité. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans un domaine et on n'en sort pas. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un monde plus anglo-saxon où finalement, le balayage, il est possible et faire en sorte de répondre à quelqu'un qui fait du carton, quelqu'un qui fait des habillages d'automobiles ou dans les avions ou fabriquer des sièges, etc. On a dit, on va répondre, on va étudier le dossier et on va répondre. Et c'était la clé du succès, je pense, de l'entreprise. Et la deuxième clé, c'était d'avoir exporté le premier jour. Ça, c'était la clé, c'est-à-dire que les 3 premiers clients de l'entreprise, dans les 3 premiers, les 2 premiers étaient espagnols et belges. Alors on dit que c'est de l'export, oui c'est de l'export, c'est en dehors de nos frontières, donc c'est accepter d'aller à l'extérieur. Et la deuxième clé, c'était de vouloir effectivement ne pas avoir peur de travailler dans une petite, une moyenne ou une grande entreprise. On travaille avec Peugeot comme on travaille avec l'imprimeur du coin. Alors Éric Lombard, c'est ça la force à la française, ce côté Made in France qui s'exporte mais qui s'adapte. En fait, dans l'histoire que raconte Jean-Marc, moi je vois 2 choses qui sont essentielles. La première chose, il faut du talent d'entrepreneur.
Non mais ça commence comme ça et ça ne peut passer que par un entrepreneur qui ose, qui fait une folie de se lancer. Et puis le deuxième élément qui est clé, alors ça c'est plus quelque chose à quoi la Caisse des dépôts peut contribuer, il faut un esprit de coopération. Et les territoires qui réussissent, c'est ceux où il y a de la coopération. Regardez, un entrepreneur qui se lance, un élu, le maire de Lens, André Le Délice, qui donne un coup de main, qui fédère des acteurs locaux. Et on voit bien que les territoires qui sont coopératifs, et la coopération elle peut aussi se faire entre les entreprises. J'étais à Toulouse et à Blagnac il y a 15 jours. Les entreprises du secteur aéronautique, très touchées par la crise, vont coopérer plus qu'avant. Oui, c'est ça. Parce que la coopération permet d'échanger les bonnes pratiques, d'aider ceux qui sont en difficulté à un moment donné. Et ces territoires coopératifs, il y en a beaucoup en France, mais pas tous, sont ceux qui réussissent le mieux. Et ça marche dans les Hauts-de-France, ça marche en Occitanie, ça marche en Vendée. Tous les autres sont aussi des territoires qui sont coopératifs, mais ce savoir-faire particulier, il est essentiel. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Pourquoi est-ce qu'un pays comme Singapour, qui n'a pas de richesse naturelle, est devenu un des pays les plus riches et les plus efficaces du monde? Parce qu'il y a une coopération autour d'un projet. Et ça, la France sait le faire en réalité. On parlait tout à l'heure de la complexité de notre pays. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais quand ça fonctionne de façon favorable, eh bien, il y a beaucoup de bonnes fées qui se penchent sur le berceau des entreprises et ça marche. Oui, mais justement, vous parlez vous ratissez la France, vous êtes souvent sur le terrain. Là, vous venez de donner l'exemple de Toulouse-Blagnac, mais le reste de la France, les entrepreneurs, dans quel état d'esprit ils sont? On voit que Jean-Marc est positif, on va revenir tout de suite sur votre état d'esprit à vous, personnellement. Mais comment vous les sentez de manière générale? Depuis 3 semaines, j'étais en Normandie, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais parce que c'est très important de prendre le pouls du pays. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on est sur le terrain, il y a une énergie formidable. Les gens ne baissent pas les bras, les gens sont à la bataille. Ils savent bien qu'on a un défi formidable avec ce Covid, avec ces difficultés liées à la crise sanitaire. Mais précisément, ils sont ensemble, ils coopèrent. À l'ASCO, la semaine dernière, on a réuni tous les professionnels du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, qui évidemment sont touchés par la crise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent ensemble. Ceux qui sont les plus forts, les locomotives, avancent. Par exemple, le Futuroscope, la Caisse va financer un plan pour le Futuroscope, 200 millions d'investissements pour faire une nouvelle tranche. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment d'investir. Et sur les territoires, c'est ce que font les entrepreneurs, c'est ce que font les élus, c'est ce que fait BPI France. Tous les collaborateurs de BPI France sont aux côtés de leurs clients tous les jours pour les soutenir. Et c'est pour ça que, pour le moment, il faut que ça continue. Le pays résiste assez bien, mieux que prévu. À cette crise. Alors ce que vous me dites, c'est que ce que vous percevez, si je comprends bien, c'est vraiment un élan de solidarité et un besoin d'oser. De l'énergie. Une dynamique. Une vision positive, l'idée qu'il faut s'en sortir et qu'il faut y mettre les moyens. Et de ce côté-là, tous les acteurs qui sont autour de la table sont solidaires. Vous suivez la même dynamique, Jean-Marc? Eric a tout à fait raison. Et ce qu'a fait la BPI et ce qu'a fait tout l'environnement BPI, notamment avec la French Fab, avec les BPI Excellence, avec toutes les entreprises qu'on a essayé de fédérer, que BPI a essayé de fédérer autour de ces totems, finalement, j'en porte un. Les excellences, il y a 5000 entreprises d'excellence en France. Le fait d'avoir mis tout le monde sur une même communauté nous amène effectivement à plus travailler ensemble. Il y en a qui sont dans la salle et qui sont pas très loin de moi. Mon amie Corinne, qui effectivement, dans les ambassadeurs que l'on a, on est capable d'avoir des relations entre nous et de nous parler entre entrepreneurs pour non seulement échanger les bonnes pratiques, mais parfois également s'aider pour avoir plus de compétitivité. Donc c'est une démarche qu'on n'avait pas au préalable. Il faut reconnaître, chacun travaillait dans son coin, il y avait un côté très individualiste. J'espère que cette crise va faire tomber les masques et qu'on va non pas voir, vous me parliez de Bostik tout à l'heure, où je le nomme parce que j'ai pas de problème, non mais mon concurrent qui fait 2 milliards, j'ai aucun problème pour nommer mes confrères. Je veux dire, ça reste une communauté et on est là pour défendre notre industrie, on n'est pas là pour défendre un individu. Et il y aura de la place pour tout le monde, je suis pas inquiet sur le sujet. Par contre, c'est sûr, Eric a parlé du tourisme, je pense à mes amis restaurateurs, là c'est une joyeuse catastrophe. Et si effectivement ils sont fermés dimanche soir, je pense qu'on va vraiment traverser le désert. Et moi je suis inquiet sur une chose, c'est que en dehors de cette crise du Covid que personne ne peut renier, ni contester, c'est où vont aller manger nos collaborateurs, où vont aller, si les restaurants sont fermés, réellement fermés, je pense que ça va poser un réel problème, même pour l'économie dans son ensemble, pas que pour une profession, c'est un environnement général. Oui, on sait que le climat est forcément rempli d'un peu de morosité, d'incertitude, mais on a l'impression qu'Éric Lombard, je vais vous donner le mot de la fin,
on sent quand même un besoin de faire fuir cette morosité et de faire place à l'optimisme et de montrer que finalement on peut serrer les coudes, y arriver. On sent que vous êtes dans cet état d'esprit à la Caisse des dépôts, je me trompe ? Oui, et on sent autour de nous une envie. Quand j'ai animé cette réunion avec les responsables du tourisme, je leur ai dit, bon, on est tous français, donc on a un peu l'habitude de dire que les choses vont pas bien. Et en fait, ils ont rebondi là-dessus, et tous ils ont dit, mais la France a réagi formidablement bien à cette crise. Il y a eu une intervention immédiate. BPI-France, avec le prêt garanti par l'État, qui a été construit avec le ministère des Finances, avec ce report de charges sociales, avec le chômage partiel, avec maintenant tous ces acteurs économiques. Et donc, cette volonté de rebond, elle est très présente. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie dans le pays et qu'il faut s'appuyer là-dessus, non seulement pour faire face à la crise, mais aussi pour préparer l'avenir. C'est l'économie de demain qui arrive. Une économie qui va être plus durable, qui va être plus inclusive. Et c'est aussi notre responsabilité de le préparer. Et ça, c'est un chantier qui est extrêmement enthousiasmant. Il est visionnaire. Vous êtes très visionnaire en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Optimiste. Optimiste, voilà. Ce sera votre mot de la fin, Éric Lombard. Merci beaucoup. Jean-Marc Barky aussi d'être venu ici sur ce plateau qui est un peu l'œil du bille, où on y parle justement environnement, mobilisation, relance économique. Merci de l'avoir illustré. Merci à tous les deux.